Bon mardi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Ben oui, Jonathan est de retour, une fois ou 2 semaines, yeah, il est toujours vivant, il va bien. Il nous... Pas en bourse par exemple, mais quand même toujours fidèle au poste pour nous jaser. Écoute, même si c'est arrivé la semaine passée, Jonathan, il voulait absolument nous revenir sur le jugement de la Cour fédérale sur la loi, l'application de la loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement Trudeau. Et peut-être potentiellement aussi la démission du ministre de la Justice qui un petit peu par après qui a fait un petit peu louche. Fait qu'on on va attacher les, les lacets à ces deux nouvelles-là. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Joe. Salut, salut! Ouais, fait que t'es pas content, là. Ou plutôt t'es content, mais c'est ça. Peut-être plus pas content par rapport aux réactions, je dirais, de beaucoup de nos gens des médias que d'un côté de la bouche, en 70, c'était pas correct, ça prend des excuses officielles, puis à la limite un monument de souvenirs aux victimes, puis aujourd'hui, non, c'était correct, faut pas parler de ça, puis c'est fini. Ben oui, c'est quand même drôle. Hein? Moi, je pense par exemple à la chronique de José Legault qui fait quasiment l'apologie de la matraque, là, parce que les méchants camionneurs ont été faire du klaxon devant le Parlement fédéral. Alors, c'est quand même intéressant de voir le deux poids, deux mesures avec lequel c'est traité. Mais tu sais, quand on se ramène à notre jeu de base, comme ils ont aimé ça dire dans les médias dans les dernières semaines, ben tu sais, en théorie, là, les principes qui sont prévus dans les chartes, qu'on parle de la liberté d'expression, le droit de manifester, le droit de s'exprimer, je veux dire, c'est pas modulé en fonction du sujet. Hein? C'est des protections qui sont offertes tout le temps. Même, ces protections-là existent pour les discours qui sont habituellement minoritaires ou qui dérangent plus, parce que par définition, le discours majoritaire, il n'y a pas besoin de protection, c'est déjà le courant de pensée majoritaire. Fait que moi, je veux revenir sur la décision de la Cour fédérale qui a été rendue la semaine passée. Tu dis je suis content. Oui et non, dans le sens que moi, je suis content des conclusions de la décision du juge Richard Moseley de la Cour fédérale, mais je suis quand même inquiet. Puis ça va nous donner l'occasion qu'on puisse. Parce que ça, c'est pas fini, là, tu sais, avec la demande d'appel, puis ça va peut-être aller jusqu'à la limite de tout ça, là, jusqu'en Cour suprême, là. C'est clair. Moi, pour moi, c'est clair que c'est un dossier de Cour suprême. D'ailleurs, premièrement, la Cour suprême entend à peu près entre 50 et 60 causes par année, là, normalement. Mais dans une chronique précédente, je t'avais dit qu'il y avait des gros retards à la Cour suprême à cause de la nomination des juges qui tardait. Bien, en 2023, la Cour suprême a entendu à peu près une trentaine de causes, ce qui est quasiment la moitié qu'elle entend d'habitude. Là. Fait que ça a des impacts aussi sur le système de justice. Mais là, Trudeau, il a nommé les juges. Mais c'est sûr que ça va se rendre en Cour suprême parce que ça remplit tous les critères. Hein. Pour aller en Cour suprême, il faut que ce soit une question d'intérêt national. Il faut que ce soit des fois des questions de droit nouvelle ou des fois, quand dans les tribunaux inférieurs, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence contradictoire. Or là, on a eu une commission, je ne veux pas dire bidon, là, mais qui a accouché un peu l'éléphant a accouché d'une souris. La commission Rouleau qui finalement a dit bon, c'était correct. Puis là, tu as une décision de la Cour fédérale où un juge déclare que non seulement la loi n'a pas été appliquée correctement à tous égards, mais que son application dans les faits a violé la Charte des droits et libertés à plusieurs égards, hein, notamment la liberté d'expression d'association, mais aussi sous l'angle des perquisitions abusées. Il y a une clause dans la Charte qui dit que vous êtes prémunis comme citoyen contre les perquisitions illégales et abusives. Hein? Si un policier ne peut pas arriver chez vous, rentrer dans la maison puis dire on suspecte que. Ça prend un mandat, là. Ben oui, ça prend un mandat de perquisition qui est émis normalement par un juge de paix magistrat, etc. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, dans le secteur financier, les comptes de banque, on pourra peut-être y revenir, bien, la Cour fédérale a statué que ça violait la charte aussi, que c'était l'équivalent de faire des perquisitions sans mandat et abusivement. Fait que c'est très grave ce qui s'est passé. Puis moi, j'ai vu un peu je voyais un peu dans les médias les gens dire il sort 12 juges-là, un peu de champ gauche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour fédérale est créée par la loi pour appliquer les lois de nature fédérale. Donc, c'est son corps est de sable. Et tous les enjeux en matière de sécurité nationale sont normalement abordés en Cour fédérale. Et le juge en question, c'est un juge qui a fait sa renommée puis sa carrière en matière de sécurité nationale. Donc, c'est quelqu'un qui a extrêmement de crédibilité.
Alors, il ne sort pas du champ gauche, là. C'est quelqu'un d'éminemment respecté dans le système de justice qui a rendu une décision très détaillée. Là. Ça fait au-dessus de 200 pages. Moi, je l'ai lu attentivement. Alors, je comprends là, qu'il y en a qui veulent casser du sucre sur le dos du juge, mais je pense que si on veut être de bon compte, ça ne résiste pas à une analyse un peu plus sérieuse. Absolument. Puis je trouve ça fort intéressant, ton jugement partagé puis la jurisprudence. C'est qu'en gros, c'est un peu comme une game de tic-tac-toe. Là, ça prend au moins sur trois tentatives, ça prend au moins 2 d'un bord pour que ça puisse faire, ou du moins que justement la Cour suprême tranche en bout de ligne pour décider d'un côté, parce que on est sûr et certain, puis je suis 100% d'accord avec toi, que on s'entend que, puis c'est un peu, je comprends que c'est différent, mais la Cour suprême du Canada ou la US Supreme Court, souvent, ils prennent les causes, je dirais pas prestigieuses, mais il y a un peu de, comment je pourrais dire ça? C'est une règle non écrite, mais il y a un peu de prestige autour de ça. Soit c'est controversé, ou Parce que c'est des questions importantes. c'est ça. On s'en va, c'est une loi. Moi, il y en a beaucoup qui disent que c'est une loi d'exception. Moi, c'est pas une loi d'exception, c'est une loi extrême qui doit être utilisée. C'est pas pour rien qu'elle s'appelait avant la loi sur les mesures de guerre. Là. On a changé le nom, mais c'est une loi dans des contextes similaires. Puis, juste pour qu'on se recadre, là, quand cette loi-là a été appliquée à Ottawa, 2 semaines après, c'était le début du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Donc, en termes d'urgence nationale, quand on se compare, on fait pic-pic. Puis c'est ça un peu aussi dans la loi. Quand on prend la peine de lire la loi, il faut qu'elle soit appliquée quand il y a vraiment un risque majeur pour la vie des Canadiens. Alors là, on est arrivé avec des arguments un peu alambiqués, là, avec des trucs économiques. Mais y avait-tu vraiment, là, sérieusement, puis si vous ne prenez pas mes mots à moi, prenez celle du juge de la Cour fédérale qui dit vous ne m'avez pas convaincu, moi, là, qu'il y avait péril en la demeure, qu'il y avait des vies en jeu. Là, non, c'était aucunement ça. Même durant je ne sais pas si c'était la commission Rouleau ou c'était durant le procès qui est toujours en cours d'ailleurs de Tamara Lynch. C'était le chef, pas le chef de police de la police d'Ottawa, mais tout ce qui est, voyons, pas les ressources humaines, mais tout ce qui est au niveau des ressources sur place, mais également tout ce qui est Internet, notamment ressources internes et tout ça. Intelligence, c'est ça, internal intelligence. Et cet agent-là avait dit, écoute, il dit, j'ai renseignement, merci, hey, moi, ça va pas m'asseoir. L'agent des renseignements de la police d'Ottawa qui disait que, il dit, écoute, j'en ai vu des manifestations, c'est la capitale fédérale, il y a des manifs, il y en a à longueur de journée. Il dit, j'ai jamais vu de ma vie, il dit, une manifestation de cette ampleur-là, il dit, aussi pacifique. Oui, je comprends. Il y a eu de quoi, ça tombe du soldat inconnu, ça a duré une journée. Oh my God, ils ont mis une tuque sa statue de Terry Fox. Il n'y a pas eu une vitre qui a été cassée. Il n'y a eu personne de blessé, encore moins quelqu'un de mort. Oui, il y a eu beaucoup de klaxonnements, bien évidemment. Mais sinon, that's it. Le monde faisait des accolades avec les policiers, ça s'est jamais envoyé chier. Puis surtout, en plus, comme tu l'as dit, Jonathan, on n'est pas dans la... Même, je pense, le jugement de la Cour fédérale disait ça, mais le juge Mosley, c'est que la loi, c'est mesures d'urgence. C'est pas comme dans un jeu de stratégie que là, tu sais pas comment me vaincre ton ennemi, puis finalement, je suis trop lâche, je vais utiliser un code d'Autriche pour gagner, puis tu sors le bazooka, puis t'es dans un game de l'âge de pierre. C'est pas même que ça marche. C'est que si vous avez pas si vous êtes incompétent, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est pas une excuse d'être incompétent face à une situation pour sortir les gros guns, finalement, là, au niveau juridique, là. Puis j'ai regardé sur certains médias, là, je me souviens d'avoir vu à LCN, là, ils ont sorti un extrait du jugement là, où le juge dit « Écoute, je comprends que c'est une situation délicate, puis avoir été à la place du gouvernement, c'est possible que j'aurais appliqué cette loi-là. » Puis là, ils ont dit « Ben voyons, c'est contradictoire, mais si on prend ce paragraphe-là dans son ensemble, ce que ça veut dire, là, avec ce que le juge dit par la suite, ils ont juste pris un paragraphe. Ce que ça veut dire, c'est, malgré toute la sympathie que j'ai pour le gouvernement, malgré tout le fait qu'ils ont été dépassés par la situation, peut-être que j'aurais appliqué ça comme politicien, mais n'en demeure pas moins que légalement, l'incompétence, c'est pas une justification pour enfreindre la Charte des droits et libertés de la personne. C'est ça. Ça, ce serait trop facile, hein? Oui. On a été dépassé. Dans le fond, ça ferait en sorte que la charte s'appliquerait quand on a des bons gouvernants et elle ne s'appliquerait pas quand on a des gens qui sont incompétents et qui sont dépassés par la situation. Ça ne tient pas la route comme façon de faire. Puis en plus, ils disent, dans la loi, ça dit
La loi devrait seulement être appliquée lorsque les lois dites ordinaires ou les provinces ne sont pas en mesure de régler elles-mêmes la situation. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que dans cette situation-là, qui est venu à la rescousse de la police d'Ottawa? C'est la Sûreté du Québec, qui est une police provinciale, à ce que je sache. Fait que même encore là, ça ne respectait pas les critères. C'est pas les de l'ordre fédéral qui sont intervenus pour aider les pauvres petites provinces. C'est le Québec qui est venu sauver le cul d'Ottawa au niveau des forces policières, parce que la Sûreté du Québec, au niveau tactique, au niveau stratégique, sont beaucoup plus compétents que l'était la police d'Ottawa. Puis en plus, c'est plate à dire, mais comme le gouvernement a même pas tenté, puisque la raison, puis beaucoup les chroniqueurs disaient, mais ça n'avait pas de bon sens. Ils sont restés là à assiéger la capitale fédérale pendant des semaines de temps, puis ils seraient jamais partis, on aurait dû rien faire, puis rester là. Pourquoi? Ils ne sont même pas posé la question, OK, pourquoi, d'après vous, ils restent là? Pour le fun? Pour faire un party, un rave 24/7 en plein mois de février à geler le derrière? Il y avait une raison, ils voulaient entamer une discussion avec le gouvernement, envoyer des représentants, quelque chose avec les... Ils l'ont même dit le jour 1 d'une conférence de presse qui était live sur YouTube, je m'en rappelle encore. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des journalistes francophones du Québec, puis j'en ai reconnu quelques-uns, pas de leur nom, mais à l'époque, il y avait encore les masques, fait qu'il y en a qui avaient des symboles, fait que je les ai reconnus. Ils ont tout expliqué ça en anglais, mais ils ont tout expliqué, écoutez, on est ici pour ça, on va entamer un dialogue avec le gouvernement fédéral par rapport aux mesures de vaccination pour les truckers, puis les mesures sanitaires en général à travers les provinces. On est là de manière pacifique, on ne veut pas faire chier personne, on ne veut pas faire de casse, ni de renverser le gouvernement. La seule chose qu'ils ont dit durant la conférence de presse, c'est qu'écoutez, on fait notre statement, mais on n'a pas beaucoup de temps à répondre à vos questions. Fait qu'on va se répondre à 2, 3, puis on va vous revenir par après. Je vois ce journaliste-là qui était à TVA en plus, je me rappelle encore. 1 heure et demie après, je vois l'extrait passer de lui qui parle à Paul Larocque pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ah, mais ils n'ont pas dit grand-chose, puis ils n'ont pas voulu répondre à nos questions, puis ça a fini de même. Tu sais, il n'y a même pas une tentative de vouloir finir ça de manière pacifique ou simplement de starter un dialogue. Et c'est dans ma tête à moi, après ça, on se dit, mais là, ils ne voulaient pas partir. Parce que vous n'avez même pas fait l'étape 1. De tomber à l'étape 10, de vouloir les mettre dehors à grand coupé dans le derrière avec des lois extrêmes sans même pas demander un dialogue. Même si ça n'aurait pas fonctionné, au moins vous auriez une légitimité. Gardons que je ne suis pas d'accord qu'il ait utilisé cette loi d'extrême-là, mais s'il y aurait eu une tentative de négociation, ça n'a pas marché, il y a eu de la mauvaise foi des deux bords, ou peu importe, bon, moi, vous auriez eu une excuse. Mais là, il n'y a rien qui a été tenté, ever. C'était du salissage médiatique, puis on parle pas à part de dire que c'est des extrémistes, puis c'est fringe minority, puis ça va de même. Non, non, tout à fait. Puis, tu sais, c'est essentiellement ça que c'est un des éléments que le juge souligne dans sa décision. C'est de dire, dans le fond, vous avez essayé de tuer une mouche avec un bazooka. C'est de dire que vous êtes allé avec une mesure extrême qui empêchait les gens les plus pacifiques de manifester. Or, vous disiez vouloir vous attaquer à des groupes qui étaient supposément armés et dangereux. D'ailleurs, la preuve n'a pas été faite. Ça a été débunké. Le fameux convoi d'armes que les gens, les supposés experts, tout le monde en parlait il y a ça 1 an et demi, ça a été débunké même pas 1 an après. Et moi, tu sais, il y a plusieurs choses que les gens ne savent pas parce que, encore une fois, tu regardes ça, c'est toujours comme je te dis, le LCN, ils ont fait une émission complète là, en prenant le paragraphe tiré hors de son contexte. Il faut savoir, c'est que la commission Rouleau, là, que là, il y a plein de gens qui disent, ben là, la commission Rouleau a dit l'inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que même le juge Rouleau, qui a entendu la commission, a reçu énormément de documents du conseil privé, le conseil des ministres, là, les délibérations, fortement caviardés. Donc, le juge Rouleau, même lui, n'a pas vu l'ensemble des procès-verbaux, parce qu'il y a quand même une importance fondamentale dans la séquence des événements. Tu sais, ça prend une espèce oui. Or, le conseil privé s'est caché derrière les privilèges, dans le fond, la confidentialité des débats du conseil privé pour ne pas devoir divulguer l'ensemble de la documentation non caviardée au juge Rouleau. Je comprends que ce genre de choses-là, ça se fait à huis clos, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les journalistes qui voient. Non, c'est ça. Mais même le juge, celui qui a présidé la commission, n'a pas eu accès à toute la documentation. Ça vous démontre à quel point le gouvernement n'a pas voulu nécessairement avoir patte blanche. Parce que si vous faites l'exercice de retourner voir, peut-être pas lire le rapport de la commission Rouleau, parce qu'il faut une page, mais peut-être le sommaire. Les conclusions du juge, ce n'est pas blanchiment total. Là. Il reconnaît quand même que le gouvernement a failli à certains égards. Puis,
grosse différence aussi. La commission Rouleau, son rôle, c'était de savoir est-ce que la loi a été appliquée correctement. C'est plus une analyse dite administrative des étapes de ce qui doit être prévu dans la loi, les décrets entérinés par la Chambre des communes. C'est plus l'angle. Or, l'angle qui a été pris en Cour fédérale, c'était vraiment un recours où des gens qui avaient été impactés par des mesures, par exemple que le compte bancaire avait été touché, gelé, c'est de dire est-ce que ça viole la Charte des droits et libertés? Puis il y avait deux angles essentiellement, liberté d'expression et au niveau des perquisitions. Et le juge leur a donné raison, mais le cadre d'analyse n'était pas tout à fait le même, là, ce qui rend encore plus pertinente ou encore plus percutante la décision de la Cour fédérale. Ben là, je te pose la question au maître avocat devant moi. Là, leur demande d'appel, qui a été quasi instantanée, même pas, je pense, penser de lire le rapport à la seconde qu'ils ont su la nouvelle. Christian Fulin est sorti pour dire nous partons en appel de la décision, nous ne sommes pas d'accord. Là, est-ce que c'est juste on s'obstine pour se garder à la face en tant que gouvernement encore en place? Parce que moi, je vois pas, à moins qu'il y ait un joker qu'on sait pas, ou que justement, certains de ces documents leur prouveraient, je dis pas leur innocence, mais plus de clarté dans la chaîne de décision. Tu sais, je vois pas sur quel marbre ils pourraient se tenir, tu sais, quel gros bout du bâton il y aurait, parce que je trouve qu'ils sont en mauvaise position, à la fois, comme tu as dit, via les documents qui n'étaient pas tout à fait clairs dans la décision du juge Rouleau. Là, tu as Mosley qui a renversé leur décision, ou du moins qui a jugé contre eux autres. Mm-hmm. Ça va être quoi leur argument, à part dire « Nous ne sommes pas d'accord, on pense qu'on était bon ». Alors, surtout en plus que le ministre de la Justice décide de sacrer son camp pour supposément d'autres raisons. Ouais, disons que ça fait louche un petit peu, là. Je donne le bénéfice du doute, mais en tout cas, ça fait spécial. Ben, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, je suis d'accord avec toi. Clairement, ils n'ont pas pris le temps de lire la décision parce que dès qu'elle est sortie, la ministre des Finances est allée devant les Kodak pour dire qu'elle allait faire appel. Alors, la moindre des choses, parce que pour faire appel d'une décision comme ça, tu as à peu près 30 jours pour pouvoir envoyer une intention d'appel, là, indiquer, bon, enclencher les procédures d'appel. Alors, clairement, ils auraient pu prendre 1 à 2 journées pour lire le jugement, ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas commenté ça, moi, 30 secondes après que c'est sorti. Je sais qu'ils aiment ça. Il y en a qui. T'es ministrable, mon Joe. T'étais déjà assez de patience pour lire ça. Moi, je ne me fie pas à des articles de médias pour me faire une tête, me prononcer. J'aime ça, lire les jugements, lire les rapports. Puis une décision de 200 pages, ça ne se lit pas en 5 minutes. Mais clairement, le gouvernement n'a pas fait cet exercice-là. C'est leur droit d'aller en appel, ça, j'en conviens. Moi, ce qui me dérange là-dedans, parce que tu dis, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? La seule chose qu'ils ont à gagner, c'est du temps. C'est du temps parce qu'ils savent que cette décision-là leur fait extrêmement mal. Ils savent aussi qu'il va y avoir des élections fédérales potentiellement à l'automne 2025. Clairement, on ne s'enligne pas en 2024 avec les sondages puis les caisses électorales du NPD qui est à vide. On ne s'enligne pas pour avoir des élections. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps parce que là, les politiciens font ça. Dès qu'il y a une cause qui est pendante devant les tribunaux, on sort la cassette, on va dire « Ah, ben là, on va respecter le processus judiciaire. » Il y a une règle en droit qui s'appelle la règle du sub judice. Normalement, on n'est pas censé commenter les dossiers qui sont devant les tribunaux, mais c'est vrai en matière criminelle. C'est pas vrai nécessairement en matière civile, d'autant plus quand le procureur général du Canada est parti. Mais quand tu es une guenille, puis tu veux te cacher derrière quelque chose, ben tu dis « Ah, je ne me prononce pas parce que c'est devant les tribunaux. » Alors, c'est exactement ce qu'ils vont faire. En faisant appel, ils vont arrêter de commenter sur le sujet en disant qu'ils ne peuvent pas commenter parce que c'est dans les tribunaux. Comprenez que s'ils pouvaient commenter, on n'est pas en matière criminelle ici, ils pourraient commenter, mais ils ne le feront pas. Alors, ils gagnent du temps et ils vont se cacher derrière le silence. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça va finir, peu importe qui gagne en cour d'appel fédéral, il y en a qui vont vouloir aller en Cour suprême. Oh, absolument. Fait en sorte qu'avec les délais de justice qu'on a, potentiellement qu'on aurait une décision de la Cour d'appel fédérale avant automne 2025. Donc, si la décision est rendue, après ça, s'ils font appel en Cour suprême, c'est impossible avec les délais judiciaires que la Cour suprême se prononce d'ici la prochaine élection. Or, au Canada, il y a une seule personne qui peut, en vertu de la loi sur la Cour suprême, poser une question directement à la Cour suprême sur, évidemment, une question de nature juridique, et la Cour suprême est saisie de la question et doit rendre un jugement. Or, le premier ministre aurait pu prendre la décision de la Cour fédérale et
évidemment, il y a des juristes qui sont intelligents là, au gouvernement fédéral. Avec les juristes, formuler des questions de droit qui auraient pu renvoyer directement à la Cour suprême, ce qui ferait en sorte que si on faisait ça dans les prochains mois, clairement, la Cour suprême aurait le temps de rendre une décision d'ici les prochaines élections. Ouais, il n'y a pas de réponse, je pense. Parce qu'il se rend compte que, évidemment, là, il part déjà avec une balle contre lui parce qu'il a perdu en première instance. Alors, ce qu'il veut, c'est se garder une carte dans sa manche pour que, si la Cour d'appel fédérale venait qu'à confirmer la décision, pouvoir faire appel et s'en aller en élection en disant « Je ne commenterai pas un dossier qui est à l'étude devant la Cour suprême ». Alors, on est géré par une guenille qui a eu le courage d'invoquer la pire loi, la loi la plus extrême au pays, mais quand c'est le temps de prendre des mesures pour qu'on soit fixé, ils ne le feront pas. D'ailleurs, les juges, pas les juges, mais les conservateurs fédéraux ont demandé à ce que le comité permanent de la justice se réunisse, parce que là, ça recommence à siéger à Ottawa, pour analyser la décision et les conclusions. On va voir si le Bloc et le NPD va aller de l'avant, parce que si les trois oppositions sont d'accord, le comité va être saisi, même si le gouvernement Trudeau ne veut pas. Là où j'ai un petit bémol, c'est qu'il faut se souvenir, dans toute cette saga-là, que le NPD, le Club école des libéraux, ont voté en faveur de l'application de la loi sur les mesures d'urgence. Reluctantly, comme dirait Jack Mason. Lui, il patinait en calvaire le jour que ça a sorti. Hein? Alors, pour vouloir étudier en profondeur en comité ou s'ils vont se cacher un peu dans le narratif de Pissou du gouvernement puis dire, ben là, il y a un appel puis on ne se prononcera pas trop dessus. Mais si le Bloc et le NPD veulent faire œuvre utile, moi, je pense qu'ils devraient souscrire à la motion déposée par les conservateurs puis éplucher la question. Parce que, puis tu en as fait mention tantôt, celui qui était ministre de la Justice lorsque tout ça s'est passé a sacré son camp la semaine passée, David Lametti. Il a démissionné comme député. Alors, ce que ça fait, ça, c'est qu'il n'est plus au Parlement. Les journalistes ne peuvent plus lui mettre un micro sous le nez. Drôle d'adon. L'anonymité, il va dire, moi, je redeviens un simple citoyen. Donc, il ne répondra pas aux questions qui sont pourtant légitimes. Il était ministre de la Justice et procureur général du Canada. Or, si le comité de la justice se réunit, il a le moyen de convoquer des témoins, un peu comme à la cour avec un sujet. Et M. Lametti n'aurait pas le choix de se présenter. Ah oui, il n'y a pas le choix. Anyway, il devrait avoir une exception. Excuse-moi de te couper, Joe, mais sérieusement, on parle vraiment de la loi matraque qui est dans la Constitution canadienne, qui est reliée. On ne parle pas d'une petite loi de, je sais pas, n'importe quoi d'autre en bas de ça. On parle vraiment de quoi d'exception qui est arrivé rarement dans l'histoire du pays, puis voir que ce gars-là pourrait décider de Oh, I'm out, my friend. C'est comme en plein milieu de la game de ballon chasseur où, je sais pas, mettons, t'as ramassé 4-5 personnes à tricher ou peu importe, t'as des balles d'en face, puis là, tout d'un coup, moi, je joue plus. Arrangez-vous avec les troubles avec les arbitres, mes amis. C'est pas même, ça marche. Puis même en plus, écoute, j'ai une question un peu stupide pour toi. J'ai pas mal l'idée de la réponse, mais je veux quand même avoir la confirmation de ta part. C'est ce qu'on dit, hein, comme avocat, la question qu'elle soit intelligente ou stupide, on charge le même prix. Alors, Est-ce que on parle vraiment d'une décision qui est majeure pour ce qui est quand je dis une loi pour une loi extrême comme ça? Est-ce que justement là la Cour d'appel va faire sa décision potentiellement pour ou contre? Ça va être soit le gouvernement qui va être en appel ou les groupes qui ont engagé cette course-là qui vont aller en appel aussi? Et en appel, c'est minimalement, c'est pas juste un juge, donc c'est minimalement 3. Le juge en chef, tout dépendamment de l'importance, peut augmenter le quorum pour émettre ça à 5 juges. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une décision unanime non plus. On pourrait très bien se ramasser avec une décision partagée, 2 contre 1 ou 3 contre 2, ce qui en milite encore plus pour se rendre en Cour suprême, qui d'ailleurs, la Cour suprême est souvent, ou je dirais de plus en plus rarement unanime. Il y a souvent des décisions partagées à la Cour suprême. Ben c'est ça. Fait que ma question, c'était, est-ce que, j'assume que non, mais je la pose quand même, est-ce que la Cour suprême peut prioriser des causes? Je comprends qu'il y en a qui ont des délais, il y en a qui ont été déjà mis sur le bureau depuis longtemps. Je comprends qu'ils ont comme un droit de s'appeler comme tu fais une file indienne, là, le premier servi, puis fait la file mon homme. Là. Mais sachant qu'on parle vraiment d'une décision majeure, sur une loi vraiment d'exception, quasiment qu'il divise un peu l'opinion de la population, ou du moins au niveau médiatique, à la limite, là.
puis que c'est vraiment de quoi d'exception, puis il faut que cette question-là soit réglée, est-ce que potentiellement la Cour suprême pourrait décider de faire un genre de shortcut pour dire OK, celle-là, on va en passer plus de bonne heure parce qu'on ne peut pas laisser ça pendant des années de temps, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a comme ça nous prend une jurisprudence au PC. Là. Ben, deux choses. La Cour suprême ne peut pas se saisir elle-même d'une cause. Donc, comme Non, c'est ça. les deux ce que je veux dire. façons qui peut arriver, c'est si le premier ministre fait un renvoi, donc il serait saisi immédiatement de la question, ou s'il y a un appel qui est formé par une cour d'appel. Évidemment, une fois que la Cour suprême décide d'entendre une cause, parce que la Cour suprême décide si elle décide d'entendre des causes ou pas. OK? Puis c'est pas. C'est ça. Après, c'est par une question de capacité. Comme j'ai dit, il y a 10 provinces, 3 territoires. Il y a des questions de toutes sortes qui veulent aller à la Cour suprême. Mais à un moment donné, il faut trier. Mais c'est sûr qu'une fois que cette loi-là arrive, la Cour suprême a l'autonomie de sa gestion. Puis habituellement, les renvois sont traités assez rapidement par les tribunaux parce qu'un renvoi, là, c'est pas une question banale. Normalement, c'est des questions majeures. Alors, oui, moi, je suis convaincu que la Cour suprême on s'entend, Joe, que s'ils n'apprennent pas cette cause-là, la Cour suprême ne mérite pas d'exister. Là. C'est quasiment un genre de litige fait pour ce genre de cours-là. Là. C'est une des raisons majeures pourquoi ça a été créé. Là. C'est quasiment cinématographique, un peu comme style de court case, un peu. Là. Non, mais pour moi, là, j'ai aucun doute. Là. Puis de toute façon, on s'entend, en théorie, c'est les plus éminents juristes et juges qui se trouvent là. C'est des questions juridiques très intéressantes là, pour des juristes. Alors pour moi, il coche tout. C'est un cas qui coche toutes les cases. C'est-à-dire c'est une question où il y a du droit nouveau, où c'est d'intérêt national, où il y a des décisions qui semblent, du moins pour l'instant, contradictoires. Alors, écoute, pour moi, c'est un no-brainer. Je pense que la Cour suprême va avoir un appétit certain pour entendre ça. Puis ce qui est intéressant avec la Cour suprême, c'est qu'elle ne fait pas juste se prononcer oui-non. Habituellement, la Cour suprême rend des décisions où, après ça, elle va arriver avec des balises, des tests pour dire, OK, mais dans le futur, comment on se gouverne? Hein? Parce que, comme je disais, elle n'entend pas beaucoup de causes. Donc, pour que ces causes-là, après, ça envoie un message au système de justice pour dire, dans ce type de situation-là, voici comment on se gouverne. C'est ça, un genre de plan de réformation ou des recommandations potentielles que le gouvernement peut faire. Là. Ouais. Tout à fait. Fait qu'il y a ça qui est intéressant parce que, écoutez, c'est allé très loin, là, puis le temps file, là, mais on a gelé des comptes de banque. Puis je disais à la radio la semaine dernière, on a gelé des comptes de banque arbitrairement là, parce que on a dit qu'il fallait absolument empêcher supposément du financement pour financer là, les manifestations qu'il y avait à Ottawa. Mais ça a repris à peu près 8 jours suivant la proclamation d'état d'urgence pour la GRC de fournir des listes aux institutions financières. Mais normalement, pour convaincre le gouvernement qu'il y avait des comptes problématiques, ces noms-là auraient pas mal déjà dû être dans la mire de la GRC. Alors, ma question à moi, c'est est-ce que la GRC a fait des suppositions sur lesquelles on a proclamé l'état d'urgence ou ils avaient les noms, mais ils ont quand même attendu 8 jours. Alors, dans tous les cas, soit ils sont incompétents ou sont dangereux. Dans tous les cas, on n'est pas gagnant de ça. Mais c'est très grave parce que là, on est allé geler des comptes bancaires. Essayez de m'expliquer. Je vous ai parlé tantôt c'est des mesures qui sont là pour protéger la vie. Je ne sais pas à quel point on a protégé des vies en bloquant des comptes conjoints de monsieur, madame, tout le monde qui faisaient des manifestations à Ottawa. Peut-être qu'un jour, on va me l'expliquer. Mais clairement, ça va prendre des balises parce qu'il ne faut pas qu'une situation comme ça se reproduise. Alors, utilisons l'exercice judiciaire qui est en train de se faire pour essayer de renforcer tout ça. Clairement, le gouvernement Trudeau n'a pas, à mon avis, le courage de le faire. J'espère que le prochain gouvernement qui risque d'être conservateur va prendre un engagement ferme de modifier cette loi-là pour lui donner plus de remparts, de contrepoids démocratiques pour protéger les gens. Parce qu'on l'a vu, là, ça ne prend vraiment pas grand-chose pour utiliser une des lois les plus extrêmes du pays. Ah non, surtout le gel des comptes en banque, on entend encore parler encore aujourd'hui, ça a scrappé notre réputation de éternel good guy à l'international. Autant partout, bien sûr aux États-Unis, mais à des places comme en Inde, en Asie, en Europe. Le Canada a toujours été vu comme à l'international comme je sais, un genre de gros pays en termes de soft power, puis beaucoup de, c'est ça, amis des Américains, mais amis que tout le monde aussi. On est médiateurs, les casques bleus, wow, on est fin, welcome to Canada.
Mais ça l'a scrappé. Tu dis, wow, what's happening in Canada? Puis je pense que ça va être. Ça le salit beaucoup notre blason. Ça va être très dur à. Ça va prendre plus que du Monsieur Net ou du Tide Pods pour, pour nettoyer ça. Mais peut-être une dernière question avant de te laisser, Joe. Est-ce que. Mettons que ça sera en Cour suprême, est-ce que le gouvernement fédéral peut encore décider de se garder, mettons justement, des documents claviardés? Parce que on parle de la plus haute cour de justice du pays. Si le gouvernement fédéral se fait prendre à envoyer des documents clavardés à la Cour suprême d'une cause qui mène en appel, ça fait louche, puis ça fait genre, coudon, tu fais appel, mais si tu ne donnes rien, surtout ça fait en plus, on trosse pas nos propres institutions, là, puis ça fait, tu sais, c'est un peu double tranchant pour le gouvernement s'il ose aller là, ou ben, je comprends qu'il sera peut-être potentiellement plus le même rendu là, mais tu sais, il peut pas faire un jugement ou une commission X versus la Cour suprême, c'est pas le même prestige, c'est pas les mêmes enjeux, puis faire ou pas faire certains trucs, il y a des conséquences, du moins publiquement, je veux dire. Tout à fait. Ben, tu as raison. Moi, je partage ton impression que ça envoie un drôle de message sur les institutions. C'est quand même ce que je cherche, les juges ne sont pas des médias en train de commenter. C'est des gens qui ont un devoir de réserve, qui ont des codes de sécurité, bon et tout ça. Mais c'est sûr que le gouvernement, s'il plaide des privilèges sur certains documents, ben, il pourrait y avoir un débat. Et la Cour pourrait être appelée à trancher, à savoir s'ils peuvent ou pas voir les extraits. Mais oui, parmi les possibilités, même en Cour suprême, il pourrait y avoir des documents caviardés qui sont remis par le gouvernement en invoquant des privilèges, notamment celui de la confidentialité des délibérations du Conseil privé. Mais les juges peuvent pas, par exemple, les consulter à huis clos sans nécessairement que ça devienne public. Puis je comprends que c'est touché pour comme faire je veux dire, les résultats finaux ou faire les délibérations par après, mais à la limite, le public pourrait comprendre, dire OK, je comprends, c'est exclusivement les juges vont avoir accès, mais personne d'autre à cause de X temps, puis ils vont faire des délibérations reliées à ça, puis il va juste être marqué redacted en termes de preuves là sur le document, puis ça va être là. À la limite, je le comprendrais, là. Tu sais, je me dis OK, je comprends. Là. Ça fait partie des possibilités. Puis d'ailleurs, si je fais juste un parallèle avec la commission sur l'ingérence étrangère là, qui a lancé ses travaux cette semaine. Moi, j'étais un de ceux, il y avait du monde qui disait ah, c'est impossible, il y a des secrets nationaux. Moi, j'étais un de ceux de dire absolument pas. La juge aura les outils dans son coffre à outils pour déclarer des huis clos, voir des documents, faire du caviardage. Il y a des ordonnances qui peuvent être émises. Ça arrive même des fois qu'on va nommer un tiers parti qu'on appelle un ami de la cour ou un amicus curiae, si je sors mon latin, que tous les partis s'entendent, un peu comme un arbitre dans le fond. Ouais, médiateur. Va regarder les documents, quelqu'un qui a une cote de sécurité très haute, qui va faire des recommandations. Alors, écoute, on le voit. Moi, je l'ai vu dans des dossiers, par exemple, de crimes organisés où on s'entend, il y a la vie de certains témoins en jeu, etc. C'est des outils qui existent. Dans le coffre à outils des juges. Alors, clairement, qu'ils les utilisent. Non, absolument, ça doit être automatique. Là. Je comprends qu'il y aurait peut-être une genre de hiérarchie d'autorisation de certains documents, tout dépendant de la hauteur des cours, que ce soit au fédéral, peu importe provincial, limite, cour supérieure, whatever. Mais dans ma tête à moi, c'est quasiment, je comprends qu'il y a des sécurités nationales ou à la limite certains trucs ultra spécifiques que juste le bureau du PM pour à la limite savoir, puis le ministre de la Défense nationale, OK, fair enough. Mais le reste, si tu te rends en Cour suprême, il devrait avoir accès à all of it. Là. On est-tu un pays régi par des lois, puis on se fait-tu confiance ou non, là, rendu là? Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il y a une chose qui pourrait être intéressante, puis je terminerai là-dessus. Oui. Advenant, parce que le privilège, dans le fond, le privilège appartient au conseil privé, un peu comme moi, comme avocat. Mon secret professionnel, il ne m'appartient pas, moi, comme professionnel. Il appartient à mon client. Mais ton client peut renoncer. Or, si on change de gouvernement d'ici à ce que la décision se rende en Cour suprême, le prochain gouvernement pourrait renoncer à certains privilèges et rendre davantage de documents accessibles au système de justice. Alors, si c'est le cas, ça me fera plaisir de faire cette suggestion-là au prochain gouvernement. Pas mal certain que tu vas être autour, ou du moins ils vont t'entendre, peu importe d'où tu vas créer tes recommandations. En tout cas, on va faire tout le nécessaire qu'ils les entendent, en tout cas. Clairement, cette décision-là ou ce sujet-là n'est pas du passé. C'est un dossier qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est trop important pour laisser ça mourir dans l'œuf.
Ah non, absolument. Mais au moins, regarde, c'est un pas dans la bonne direction. Thank you, Mosley. C'est ça, ça nous redonne un petit peu de foi dans ce bon vieux système de loi et d'ordre qu'est le Canada. Fait que j'ai hâte de voir. Moi, je suis quand même très optimiste voir pour ce coup-là. Comme je te dis, à part si le gouvernement aurait un joker que j'ai aucune idée comment il pourrait twister ça pour le mettre dans sa faveur, mais ils sont très mal positionnés, autant au niveau politique qu'au niveau même de la perception. S'il aurait donné tous leurs documents avec sans cavardage ou très peu au juge Rouleau, puis il aurait eu sa décision, au moins il aurait eu les mains, la patte blanche, comme tu dis. Mais là, ça fait louche. Disons, pour monsieur, madame, tout le monde, ça fait très louche, puis je pense que ça va être vraiment. Ça sera pas en leur faveur du Ils ne tout. feront que gagner du temps. C'est ça, absolument. Écoute, Joe, toujours un plaisir. C'était vraiment le fun. Ça a passé vite beaucoup. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines pour un autre en toute liberté en mode justice avec Jonathan. Fait que passez une bonne semaine tout le monde. Ciao.